Bienvenue dans cette partie. On va voir la partie chute verticale et on va traiter la chute verticale dans un fluide et la chute verticale libre. Bien sûr, pour étudier le mouvement de la chute verticale dans un fluide, il faut définir les forces exercées par ce fluide, à savoir la poussée d'Archimède et les forces ou bien la force de frottement fluide. On va commencer par donner les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Vous connaissez déjà la poussée d'Archimède. Elle a une direction toujours verticale. Elle a la même direction que le poids. Pour le sens, elle a un sens toujours vers le haut. C'est le sens contraire du poids. Alors pour l'intensité, la poussée d'Archimède a pour l'intensité le poids du fluide déplacé. Alors, on dit que l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du fluide déplacé. Alors si je considère MF la masse du fluide déplacé, tout simplement, l'intensité de la poussée d'Archimède égale à la masse de ce fluide déplacé fois l'intensité de pesanteur. Généralement, pour les fluides, on dispose de la masse volumique. Alors, il faut savoir déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède en exploitant la masse volumique. Bien sûr, la masse du fluide, ce n'est que la masse volumique fois le volume du fluide déplacé. G en newton par kilogramme ou bien en mètres par seconde carré. Le volume est exprimé en mètres cubes, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube et on aura finalement l'intensité en newton. VF étant le volume du fluide déplacé. Alors concernant les caractéristiques de la force de frottement fluide, on commence par la direction. La direction de cette force est la même que le vecteur vitesse. Le sens de cette force est toujours opposé au vecteur vitesse. L'intensité de cette force est donnée par une expression F égale à K V puissance N. Bien sûr, K, c'est une grandeur qui dépend de la forme du solide, qui dépend aussi de la densité du fluide et aussi de la viscosité du fluide. V, bien sûr, c'est la norme du vecteur vitesse. Alors, N, c'est un entier qui peut prendre la valeur 1 ou 2. Alors, après avoir défini ces deux forces, on va étudier le solide en chute libre dans un fluide et on va commencer par une activité expérimentale. On va étudier dans cette activité la chute d'une bille dans l'huile et on va utiliser un logiciel dédié à cette étude. On va utiliser ce logiciel pour étudier le mouvement de la chute dans un liquide ou bien dans un fluide. On doit d'abord disposer d'un film ou bien d'un vidéo qui enregistre la chute de ce solide dans le fluide. Alors on dispose ici de la chute dans l'huile et voilà les caractéristiques bien sûr de la bille et aussi de l'huile utilisée. Alors pour traiter cette vidéo, bien sûr, pour le logiciel, on doit donner l'échelle de ce document-là ou bien de ce film-là. Alors l'échelle est donnée dans cette image qui donne les caractéristiques de cette expérience. Alors on vous donne la distance entre la graduation 50 et la graduation 500 et on doit préciser cette distance sur la vidéo ou bien sur le film en prenant l'outil échelle. Alors en prenant l'outil échelle, on peut cliquer glisser sur le film et bien sûr de 50 ml jusqu'à 500 et on inscrit bien sûr la distance réelle entre ces deux graduations. La deuxième étape, bien sûr, c'est pour étudier ce solide, il faut définir un repère. On va choisir à l'aide de l'outil origine de l'espace, on va choisir l'origine de l'espace au point ou bien au centre d'inertie de cette bille. Et puisque le mouvement va s'effectuer vers le bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter l'axe OY vers le bas, parce que par défaut, l'axe OX c'est l'axe horizontal, l'axe Y c'est l'axe vertical.
Alors pour avoir les coordonnées positives, pour simplifier bien sûr l'étude, on va faire tourner ce repère-là pour que l'axe EY soit orienté vers le bas. Alors de cette façon, on peut suivre l'évolution de l'ordonnée Y de cette bille, bien sûr en utilisant l'outil ajouter point. Alors lorsqu'on s'approche bien sûr de cet outil, voilà, ajouter point. Donc on va ajouter point par point. D'ailleurs, ce logiciel permet à chaque pointage ou bien à chaque clic de donner l'image suivante de ce film-là. Alors une fois je clique sur la première position, il me donne la deuxième position occupée par la bille. Bien sûr, le film est enregistré avec une certaine fréquence. Le logiciel connaît la durée entre deux images consécutives. Alors, de cette façon, on peut repérer l'ensemble de positions occupées par cette bille. Et on va aller rapidement accélérer cette vidéo. Alors, à la fin de cet pointage ou bien de ce repérage de la position du centre d'inertie de la bille, on dispose bien sûr, d'après ce logiciel-là, le graphe qui représente les variations de l'ordonnée Y en fonction du temps. Alors d'après ces variations, donc on va s'intéresser seulement à l'ordonnée Y, donc on ne va pas s'intéresser à l'abscisse X parce que le mouvement s'effectue sur l'axe Y. Alors d'après ces variations-là de Y en fonction du temps, on peut utiliser une règle et vous voyez que au début, bien sûr, on peut tracer une tangente horizontale parce que à t égale à 0, la bille commence à se mettre au mouvement sans vitesse initiale. Ça veut dire Vy égale à 0 parce que Vy c'est la dérivée de Y par rapport au temps. Vy égale à dy sur dt. Alors vous voyez qu'au début, la tangente de cette courbe est une tangente horizontale. Mais au fur et à mesure, au cours du mouvement, lorsqu'on fait glisser cette règle sur le graphe, on constate qu'à un certain moment, les points sont alignés. Alors, ce qu'on peut déduire d'après cette observation, c'est que à un certain moment, la dérivée de Y par rapport au temps reste constante, ce qui implique que Vy est constante. Alors, on peut voir aussi sur le pointage. Alors, d'après ce film-là, vous voyez que les points sont équidistants, hein, et se trouvent à des distances égales dans une partie de cet enregistrement. Mais au début de la chute, vous voyez que la distance augmente au fur et à mesure. Alors, au début, le mouvement de la bille est un mouvement accéléré parce que les distances parcourues pendant la même durée augmentent au cours du temps. Mais à la fin, ou bien dans la dernière phase du mouvement, on constate que les distances parcourues pendant la même durée sont égales. Donc, le mouvement est uniforme et on peut dire que la bille, dans cette dernière phase, se trouve dans un état physique, dans un état mécanique. Il est considéré pseudo-isolé mécaniquement. Et on peut conclure que dans cette partie-là, la somme des vecteurs force égale vecteur nul, parce que les forces de frottement, d'après la définition, ce sont des forces dont l'intensité dépend de la vitesse. Alors, au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'intensité de cette force augmente et à la fin, on obtient une compensation des forces et par suite, le mouvement serait, dans la dernière phase du mouvement, rectiligne uniforme. Alors ce logiciel-là, bien sûr, permet d'afficher les variations de la vitesse Vy ou bien de la composante Vy de cette vitesse, alors par l'outil insérer un graphe. Alors d'après cette insertion, on constate que tout ce qu'on a discuté concernant les variations de Y est traduit, bien sûr, sous forme de variation de Vy en fonction du temps. Et vous voyez que la vitesse au début de ce mouvement augmente, mais elle atteint une certaine valeur et se stabilise sur cette dernière valeur.
Cette dernière valeur s'appelle la vitesse limite. Alors, tout corps en mouvement dans un fluide, bien sûr, se termine, l'état du mouvement se termine par un mouvement uniforme. Bien sûr, s'il s'agit d'un mouvement de chute verticale. C'est que cette phase du mouvement est répartie en deux. La première phase au cours de laquelle la vitesse augmente et la dernière phase au cours de laquelle la vitesse demeure constante. On peut dire que le mouvement passe par deux régimes. Le premier régime, comme on a vu dans l'état transitoire de la charge du condensateur et l'état transitoire, bien sûr, de l'établissement du courant électrique dans un circuit RL. Alors, de la même façon, cette première phase s'appelle la phase transitoire ou bien le régime transitoire. Et lorsque la vitesse atteint sa valeur limite, on peut dire que le système se trouve dans un état permanent ou bien dans un régime permanent. Alors ce régime-là, ce régime transitoire, est caractérisé par un temps caractéristique qu'on peut déterminer de la même façon que dans les régimes transitoires du circuit RC et du circuit RL. Alors en traçant la tangente à t égale à 0, avec l'intersection de la tangente avec l'asymptote, on peut, par projection sur l'axe des temps, on peut déterminer la date que représente la constante caractéristique ou bien le temps caractéristique de cette chute. Alors, ce temps caractéristique permet, avec bien sûr la vitesse limite, permet de déterminer la valeur de la vitesse, plutôt la valeur de l'accélération initiale à 0. Alors on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors ici, on a un mouvement rectiligne, donc on va tout simplement prendre la norme du vecteur accélération par la dérivée de Vy par rapport au temps. Cette dérivée représente pour cette tangente, c'est la valeur du coefficient directeur. Ce coefficient directeur, ce n'est que V limite divisé par taux, parce qu'on va prendre V limite moins 0, divisé par taux moins 0, donc ce qui donne V limite divisé par taux. C'est une relation intéressante pour déterminer la valeur de l'accélération initiale. Alors tout ce qui concerne l'étude expérimentale, et on va exploiter bien sûr, ou bien revoir tout ce qu'on a vu par cette étude expérimentale, on va le revoir en utilisant la deuxième loi de Newton, en appliquant la deuxième loi de Newton au mouvement de ce solide-là et en tenant compte, bien sûr, toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur la bille, à savoir la force, la poussée d'Archimède et les forces de frottement, ainsi que le poids, la force de pesanteur.